Alors, on va parler du conflit dans le couple, et plus précisément des conflits qui sont basés sur la problématique du préjudice. Du préjudice moral, affectif, etc. Ou, enfin, ça peut être dans le couple ou autre, hein, mais c'est vrai que c'est plus facile de parler des choses dans le couple parce que du coup, il y a vraiment matière. Il y a vraiment matière et il y a un petit peu moins d'occasion de vouloir ou de volonté de résoudre des conflits ailleurs. Il y a moins d'enjeux dans d'autres relations. Donc là, ça peut valoir la peine dans un couple de se poser les questions fondamentales qui font que un préjudice peut causer des problèmes de communication. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que c'est bien sûr la victime qui va demander à son bourreau réparation, ou en tout cas considération. Même si réparation, c'est parfois compliqué, mais au moins considération, on va dire c'est le minimum syndical, mais c'est pas toujours évident même d'avoir considération. C'est-à-dire que les personnages étant fictifs, et les actions du masque de fer FAIRE étant en général du fait des personnages fictifs, c'est assez difficile quand on rentre dans une conversation de communication profonde avec quelqu'un qui a causé un préjudice dans son rôle dans son rôle d'entité morale, de lui faire reconnaître qu'il a vraiment causé un préjudice. Donc c'est souvent le truc qui se mord la queue, ça tourne en rond parce que le bourreau ne reconnaît pas forcément ce qui s'est passé, ou en tout cas il va trouver des excuses, toutes sortes de choses, et le problème de la victime, c'est pas tant d'avoir une réparation, parce que de toute façon, à moins de remonter le temps, c'est pas toujours possible, mais en tout cas d'être entendu, reconnu et considéré dans son ressenti, dans sa douleur quelque part, parce que souvent c'est ça, et c'est souvent ça qui bloque au niveau de la communication. Parce que les deux ne peuvent pas arriver à s'entendre là-dessus. Ils ne s'entendent pas dans le sens qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, à écouter le vécu de l'un et de l'autre. Euh, donc c'est à la victime d'essayer de comprendre ce qui se passe. Évidemment, vous avez la résolution, je dirais la plus classique, qui va être que le bourreau va reconnaître, va être tout gentil, tout miel, tout ça, machin, et puis la victime va considérer que ça c'est recevable, on lui a demandé pardon, l'attitude a changé, etc., etc. Enfin, toutes sortes de trucs comme ça. Ça peut faire que on peut penser que c'est résolu. On va partir du principe que ça n'est pas possible. Et encore, le fait que les autres choses aient été faites ne va pas forcément dans le sens que c'est résolu profondément. Voilà. C'est-à-dire que si c'est pas résolu profondément, c'est appelé à se répéter. Parce que si les causes ne sont pas identifiées, les symptômes vont récidiver. Bon, on va partir du principe, dont le pire des cas, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de considération du préjudice subi, même s'il y a une considération des faits. Il peut y avoir une considération des faits, mais pas une considération du ressenti de la victime. Voilà. Et c'est souvent là que ça bloque. Voilà. Et puis que la communication donc est difficile et quelquefois même rompue. Donc la victime dans ce cas-là n'est pas autorisée à exprimer ce qu'elle ressent parce que pour le bourreau ça paraît démesuré par rapport à ce qui a été fait. Alors il reconnaît les faits, on va dire, il reconnaît les faits, mais pour lui c'est démesuré que la victime puisse en souffrir autant. Et donc il n'accepte pas d'entendre la souffrance de la victime. Et même il va considérer que ça peut être de la mythomanie. Voilà. Alors que c'est simplement à lui d'écouter un ressenti. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable d'écouter ce ressenti ? Ben parce que la victime, elle n'a pas vu certaines choses. La victime n'a pas vu certaines choses. Alors, sans parler de faits, la victime n'a tout simplement pas vu que le bourreau et la victime jouaient des rôles. Et que ça n'était pas les êtres eux-mêmes qui étaient en cause.
ni dans le fait d'être victime, ni dans le fait d'être bourreau. Et déjà, ça change tout. C'est-à-dire que la victime, ce qu'elle ne voit pas, c'est que son bourreau est une victime, parce qu'un bourreau est toujours une victime. Sinon, il ne se comporte pas en bourreau. Quelqu'un qui n'est pas victime, il n'a pas de raison de se comporter en bourreau. Il est clair, quoi. Il est centré. Bon, il n'a pas de problématique à résoudre. Bon, voilà. S'il se comporte en bourreau, c'est parce qu'il y a un problème de victime à l'intérieur. En général, sans aller chercher des faits dramatiques et tout ça, ce qui peut être le cas. En général, le fait principal est le fait de la projection logistique du personnage, qui est en soi une vraie violence pour une personne, pour un être. C'est une vraie violence d'être empêché d'être soi pour coller à un rôle social, ce que j'appelle l'entité morale, pour devenir une entité morale, donc une projection. Et pour jouer des rôles dans cette peau d'entité morale, au lieu d'être vraiment soi. C'est déjà ça, c'est déjà être une victime en soi. Donc ça, c'est tout le monde est dans ce cas-là. Tout le monde est victime du rôle social et de l'entité morale qu'il est censé jouer pour se faire une place dans la société, pour y survivre. Donc ça, c'est une nécessité, comme on en a déjà parlé, c'est une nécessité, mais même si c'est une nécessité, ça reste une violence faite à l'être humain, à son intégrité. Donc déjà là-dedans, toute personne est victime de ça. Déjà. Si une victime dans les faits va voir que son bourreau est déjà victime de ça, au minimum, elle peut déjà lui accorder un certain bénéfice du doute. Le bénéfice, encore une fois, n'est pas pour celui à qui on accorde le bénéfice du doute, mais pour soi. Parce que si on est avec une personne, c'est parce qu'on même on en a des avantages, parce qu'il nous correspond bien, parce que ça se passe bien sur plein de points, justement qui correspondent souvent à l'être réel. Et puis ben, on supporte comme on peut l'entité morale. Mais le bénéfice quand même du doute qu'on accorde donc à ce bourreau, ça va être pour soi. C'est-à-dire que si on lui accorde ce bénéfice du doute, on va rester avec cette personne et on va essayer de comprendre pourquoi se sont passées les choses. Et comment ça peut être résolu, s'il y a de l'espoir, enfin en tout cas s'il y a des moyens de résolution pour rétablir une communication qui va pouvoir être plus ou moins harmonieuse. Et peut-être plus harmonieuse avec le temps que moins si on est trop pressé, quoi. Voilà, ça peut, c'est pas forcément instantané, hein, une résolution. Mais c'est terrible de capter la lumière ici. C'est pas forcément, si on est pressé, on n'obtiendra pas forcément ce qu'on veut, quoi. De toute façon, c'est avec tout le monde pareil, hein. Si vous êtes pressé d'obtenir une relation idyllique, vous allez vraiment galérer, quoi. Ou alors vous allez changer de partenaire très rapidement pour être toujours dans une relation idyllique, parce qu'au début c'est toujours tout beau tout neuf, et puis voilà. Donc ça demande à changer souvent pour être toujours dans cette configuration. Bon, on n'est pas dans ce cas de figure. On va dire que c'est une relation qui peut être de longue date, ou qui peut en tout cas être appelée à être de longue date. Donc dans ce cas, ça peut valoir le coup d'analyser et de voir si on peut rectifier certaines choses. Ou en tout cas changer une attitude d'observation qui sera de l'ordre de regarder plus en profondeur au lieu de regarder en superficie les faits qui parfois sont irréfutables, les faits. Mais après, qu'est-ce que c'est que des faits? Et des faits, c'est des conséquences de causes. Alors si on ne regarde que les faits, forcément, on peut passer à côté de quelque chose d'important. Voilà, si vous demandez par exemple des explications à votre compagnon ou compagne sur des faits qui vous ont causé préjudice, vous allez peut-être avoir des explications logistiques qui vont correspondre à l'entité morale, à sa logique d'entité morale, et puis ben, ça ne va pas vous satisfaire, parce que vous allez rester sur votre faim et vous allez vous dire mais il se fout de ma tête ou elle se fout de ma tête, quoi. Donc si vous considérez le fait que il y a un triangle dramatique où effectivement votre bourreau se transforme en sauveur lorsqu'il vous demande pardon et qu'il vous couvre de cadeaux, mais qu'après il ne change pas d'attitude pour autant, donc il récidive à nouveau dans ce comportement qui vous blesse, du coup vous allez voir qu'il y a vraiment un rôle dramatique qui se joue entre ces trois entités. Ces trois entités morales, le bourreau, la victime et le sauveur. Et vous êtes à deux à jouer ces rôles. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez être aussi le bourreau à être comment dire,
à le titiller, à revenir toujours à la charge et tout ça. Ça peut être aussi lui la victime dans cet aspect des choses. Et puis après, vous pouvez aussi le sauveur en étant tout sucre, tout miel, et puis en passant à un autre registre plutôt que les reproches ou les demandes d'explication. Donc on se partage les rôles dans ce triangle, on se les partage. Mais si vous voulez donc aller au fond des choses, vous aurez la nécessité d'aller au centre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir du triangle dramatique, c'est impossible. Comme je dis souvent, il faut aller dans les bois sinon, et puis vivre tout seul. Donc on vivra toujours dans un triangle dramatique. La seule solution, c'est de se mettre au centre et donc de ne pas être identifié à aucun des rôles. Et de pouvoir, dans ce cas-là, quand vous êtes au centre, vous pouvez avoir à la fois les trois points de vue. Vous pouvez développer en tout cas la faculté de voir les trois points de vue des trois entités morales. Et en voyant les trois points de vue, vous allez mieux comprendre les causes au-delà des faits. C'est-à-dire les faits étant les conséquences, vous allez mieux voir les causes qui sont à l'origine des conséquences. Mais c'est seulement en faisant ça que vous pourrez entrer un petit peu dans le monde de l'autre, au lieu de rester coincé dans votre monde à vous, c'est-à-dire sur votre point de vue, et ne pas voir celui de l'autre. Qu'est-ce que ça change ça? Ça ne veut pas dire trouver des excuses, ça n'a rien à voir, c'est pas trouver des excuses, c'est par contre trouver un moyen de communiquer. C'est-à-dire que si vous attaquez en tant que victime de front votre bourreau, et que vous lui dites ceci, cela, machin, tu comprends, enfin bon, que vous faites tout le plaidoyer de la victime, il va y avoir un braquage, quoi, il y a un blocage. Ça va couper la communication. Parce que le bourreau, lui, il n'est pas identifié forcément à son rôle de bourreau à ce moment-là, ou en tout cas, il ne le veut pas, parce que c'est pas un rôle très très sympa à assumer. Donc, il va plutôt être dans son retrait d'être réel, et l'être réel, effectivement, il n'est pas du tout à l'image de son bourreau. C'est carrément le contraire. Donc il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ou qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas du tout moi ce qu'elle décrit. Là, je me reconnais pas. Il est hors de question que je reconnaisse quelque chose que j'ai pas fait. Enfin bon, voilà. Donc il va y avoir un déni des faits, même s'il y a un aveu des faits en fait. Au niveau de l'affect, il y aura toujours un déni. Ou en tout cas, il y aura un déni sur la propension ou la proportion du préjudice causé. C'est-à-dire que le bourreau va trouver que vous, en tant que victime, vous en rajoutez des caisses, que vous souffrez au-delà de ce qui a été fait. Et c'est là-dedans qu'on souffre le plus en tant que victime. Voilà. C'est-à-dire que les faits sont souvent reconnus, pas toujours bien sûr, mais quand ils sont reconnus, ce qui n'est pas reconnu, c'est la justesse de la proportion de la douleur qui en est résultée. Et c'est là que, lorsque la victime veut parler de ça, veut être entendue, elle n'est pas entendue, ni reconnue, ni considérée, ni ensuite traitée en fonction de ça. Voilà. À la limite, on lui dit, bon ben maintenant, ça y est, c'est réglé, je t'ai demandé pardon, tu me fous la paix avec ça, quoi. Et ben oui, mais la victime, c'est une souffrance, c'est-à-dire qu'elle continue à souffrir. La douleur, c'est passé, ok, effectivement, la douleur, c'est passé. Mais par contre, la souffrance, elle est perpétuelle. C'est-à-dire qu'à la limite, la victime, elle peut continuer à vivre dans un enfer permanent à cause de cette chose qui a été faite. Surtout si cette chose est le résultat d'un comportement récurrent qui est appelé à se répéter. Et quand la victime voit que le comportement est toujours là, elle se dit quand est-ce que ça va me retomber encore sur le coin de la tronche? Donc forcément, elle est encore moins entendue parce qu'elle sent que ça va se répéter. Voilà. Et donc le truc, c'est que si la victime, donc elle est dans son rôle total de victime et qu'elle rentre dans l'art du bourreau avec son rôle de victime, avec son costume de victime, et ben la communication, il n'y en a pas, quoi. Voilà. Par contre, si elle comprend cette histoire de rôle, de jeu dramatique, elle sort de l'identification, elle se met au milieu, et elle commence à se dire, bon, qu'est-ce qui fait que le personnage de bourreau se comporte comme ça? Alors que moi, je sais qu'il n'est pas comme ça, au fond. Sinon, je ne serais pas avec, parce que si on est avec quelqu'un parce qu'il se comporte d'une manière absolument insupportable, c'est qu'il faut se poser des questions sur soi-même. Mais bon, c'est assez rare quand même, parce que les gens ne sont pas foncièrement ce qu'ils montrent qu'ils sont. Il y a quand même d'autres aspects d'eux-mêmes qui font que les couples se font, quoi, qui a une attirance électromagnétique. Donc cette attirance électromagnétique, elle est basée sur un être réel qui rencontre un être réel. Donc la victime, entre guillemets, enfin l'être qui commence à se centrer,
va pouvoir davantage sentir l'être réel qui est dans le personnage qui se joue un rôle, qui s'identifie à son rôle, et se dire, bon, alors, allons voir quelles sont les causes qui pourraient faire que, voilà, etc. Elle va voir soit des causes qui sont des faits vécus, ou en tout cas, elle va voir la cause qui est commune à tout le monde, c'est que cet être réel a dû jouer un rôle pour assurer sa survie au niveau physique. Et qu'il s'est pris au jeu, et qu'il a fini par y croire, et que du coup, il est totalement identifié à son truc, et que du coup, il se comporte comme un con, parce qu'il est identifié au rôle qu'il doit jouer. Voilà. Ça, c'est souvent ça. Mais après, il n'y a pas forcément des causes dramatiques dans l'enfance, etc. Il peut y en avoir, et ça rajoute au truc, parce que les causes dramatiques, elles sont souvent des exacerbations du statut social qui doit être amené à jouer, parce que c'est souvent les parents qui mettent une pression pas possible, ou qui se comportent, parce que eux on leur a mis la pression, qui se comportent de manière dominatoire, enfin bon, des trucs comme ça. Donc ça peut exagérer le trait. Et ça peut rajouter des ingrédients sur la pizza, quoi. Voilà. Et puis ça fait que ça fait très très lourd, quoi. C'est un truc très très lourd. Bon, mais de toute façon, fondamentalement, la personne, en tant qu'être réel, sera toujours victime du rôle social qu'elle a à jouer. Donc de l'entité morale qu'elle doit devenir pour avoir sa place en société. Et le problème de tous, c'est qu'à un certain moment, on est incapable de faire la différence entre son être réel, son soi, et cette entité morale qu'on doit jouer en société. On ne fait plus la différence. On est identifié à ce qu'on appelle l'ego, mais l'ego c'est encore autre chose. Mais bon, dans le développement personnel, on appelle ça l'ego. Donc on est identifié à l'ego, puisqu'il faut parler le langage de tout le monde. On est totalement là-dedans, et puis on ne fait plus la différence. Par contre, des fois, on se surprend à rêver, à dire des choses un peu différentes de d'habitude, et puis on se demande d'où ça vient, voilà, où les gens nous apprécient un peu pour ça, parce qu'on a un cerveau droit un peu plus développé, puis qu'on a un petit peu le côté rêveur qui fonctionne bien. Voilà, ça peut être agréable, mais après, c'est pas forcément efficace en société. Donc c'est surtout l'efficacité qui prime aujourd'hui, la compétitivité, la productivité et tout ça. Donc c'est l'entité morale qui a le plus de pouvoir parce que c'est elle qui a le plus de nécessité à être en société. Donc on est victime de ça et on s'identifie à ça. Et souvent dans les problèmes de communication, c'est ça qui coince. Parce qu'en communication, normalement, ce serait deux êtres réels qui devraient communiquer entre eux. Or, ce n'est rarement le cas, c'est souvent les entités morales qui communiquent entre elles. Et c'est là qu'il peut y avoir que des malentendus, que des conflits d'intérêts, que des rapports de force, parce que on ne va défendre que des beefsteaks. Et pas des sentiments, pas des sensations, pas des ressentis. On va s'attaquer au beefsteak et pas à l'être qui est en sensation et en émotion, etc. Donc voilà. On va défendre son beefsteak plutôt que de défendre son intégrité. Donc faut pas confondre défendre son beefsteak et défendre son intégrité. C'est-à-dire qu'une victime, si elle défend son beefsteak, elle va vouloir avoir raison sur des faits. Et elle va continuellement revenir sur des faits. Et puis, en sous-jacent, elle veut défendre son intégrité, mais elle passe par le filtre du beefsteak. Donc forcément, ça marche pas. Alors il faudrait qu'elle puisse comprendre ça et que du coup elle rentre dans son centre à elle et donc au centre du triangle et qu'elle comprenne que c'est ses sentiments et son intégrité qu'elle doit mettre sur la table. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se mette à nu un petit peu, qu'elle dise réellement ce qu'elle ressent, réellement ce qu'elle pense et non pas réellement ce qu'on lui a fait. Voilà, c'est ça la différence. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que elle donnera son ressenti, mais elle aussi, elle va, puisqu'elle est au centre et plus complètement dans le rôle de victime, elle va aussi entendre le ressenti de l'autre. Si l'autre n'est pas capable de l'exprimer, elle va pouvoir le lui restituer. Ou alors sous forme de question, ou alors sous forme j'ai l'impression que peut-être tu ressens ça quand je fais ci ou quand je fais ça. Est-ce que c'est le cas? Confirme-moi ou infirme-moi, selon le cas. Voilà, donc, et déjà ça c'est un autre plan de communication. On est déjà plus dans le réel plutôt que dans le beefsteak. Voilà. Et la personne qui est en face, elle va se sentir entendue non pas en tant que coupable, jugée et condamnée, mais en tant que personne qui ressent des choses et qui peut-être a quelque chose à exprimer et qu'elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Voilà. Et ça peut peut-être être nouveau pour cette personne-là,
que d'être consulté dans son être réel, qui est rarement consulté. Voilà. Qu'est-ce que ça fait aussi, ça? Ben, que les personnes vont se découvrir autrement et vont se comprendre autrement que sur des faits logistiques ou sur des règlements de compte ou sur des condamnations ou sur des réparations de préjudices, etc. Aller sur un autre plan que le système judiciaire, on va dire, en quelque sorte. Sortir du système judiciaire, du coupable et de la victime et tout ça, et rentrer dans la réalité de chacun. Voilà. Donc c'est une idée, c'est des pistes. Ça résout pas tout d'avoir des pistes. Après, il faut pouvoir. La difficulté, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que le corps émotionnel étant le résultat du cerveau limbique qui, de toute façon, est là pour défendre notre beefsteak. C'est ça qui a l'habitude sur les rails de se mettre en avant et d'aller parler à la place de l'être réel. Donc c'est un changement d'habitude, un changement d'attitude et c'est un changement de posture aussi. C'est-à-dire la posture, c'est l'endroit où on se trouve. C'est une façon de se comporter, la posture, mais la posture, elle est le résultat de l'endroit où on se trouve. Où est-ce qu'on se trouve quand on est dans le conflit? Est-ce qu'on est la victime? Est-ce qu'on est le bourreau? Est-ce qu'on est le sauveur? Ou est-ce qu'on est au milieu? Et que du coup, on peut voir tout le monde. C'est ça la posture. Et donc quand vous êtes en posture d'être au centre, eh ben, vous aurez moins de gravité. Vous aurez moins de force d'attraction gravitationnelle parce que vous ne serez pas dans le tourbillon. Parce que si vous êtes la victime, vous allez être dans le tourbillon. Parce que le triangle, il est au milieu de la roue karmique. Donc il est en plein centre de la gravitation. Donc il y aura de la gravité dans ce qui se passe. Par contre, si vous êtes au milieu, le milieu ne tourne pas. Si vous regardez par exemple ces disques-là, enfin en tout cas, ils ne tournent pas aussi vite. C'est-à-dire ce qui est au milieu, enfin, ça tourne plus vite dans le sens où ça fait du surplace, quoi. Mais ce qui est en périphérie va être plus soumis à une vitesse, etc. Donc, ça va faire qu'il y aura moins d'émotivité. Si vous êtes au centre, vous aurez moins d'émotivité à communiquer. Et quand il y aura vraiment l'échange, vous serez moins dans la chaleur, moins dans les échauffements, il y aura moins de tachycardie, moins de... Là, vous savez quand ça vous devient rouge ici, là, puis que vous dites là ça me gonfle, c'est en train de m'énerver. Voilà, ça fera moins ça. Il y aura moins de calories qui vont être mis en circulation. Donc ça va moins s'échauffer et vous allez avoir ce qu'on appelle la tête froide. Voilà. Et quand on a la tête froide, on a les idées plus claires, on arrive mieux à s'exprimer parce que ce qu'on conçoit bien s'exprime mieux. Parce que ayant les idées plus claires, on conçoit mieux, on voit mieux l'autre dans sa réalité, plus que dans ses faits, et dans son beefsteak, et dans sa logistique, et dans son entité morale, etc. On le voit plus en tant qu'être réel. Et ben voilà, ça s'est à développer, et puis moi je m'inclus dedans, parce que moi j'ai pas beaucoup l'habitude de faire ça non plus. C'est une découverte assez récente, tout ça, donc je vous en fais profiter, mais je suis la première à y réfléchir, et à me demander mais comment je vais mettre ça en place.